Ça tourne. Alors, je suis Jean-Mi, je suis Charlie, je suis Jean-Mi. Soutenons la liberté d'expression avec la perruque jaune, aussi jaune que les pièces jaunes. Bonjour Lionel Labosse, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes professeur de lettres, vous avez non pas la bosse des maths mais la bosse des lettres. Vous êtes un amoureux des mots et de la culture. Vous aimez aussi la jeunesse, mais avec beaucoup de respect, voilà, sans détournement de mineurs. Je peux lire un petit l'introduction de votre livre, qui est très épais. Vous avez écrit un livre qui est une bible, on peut dire une encyclopédie de notre époque, donc qui fait référence à l'affaire Brigitte, avec beaucoup d'humour et de sérieux à la fois. Ça s'appelle « Elle est menteur, mon cher Watson », précis de Brigittologie, avec un avant-propos de Xavier Poussard, qu'on connaît bien maintenant, voilà, qui est un journaliste d'investigation avec qui vous êtes en lien, devenir Brigitte. Voilà, il n'a jamais été attaqué pour diffamation sur cette affaire. Il vit en Italie, mais vous êtes en France, n'est-ce pas ? Oui, la police d'ailleurs va frapper à la porte dans quelques minutes. Ouh là là. Alors, je vais lire cette introduction. Né en 1966, Lionel Labosse est écrivain et professeur de lettres. Il fait partie des pionniers de la lutte contre l'homophobie et la transphobie à l'école, mais sans prosélytisme. Opposé à l'agenda LGBTiste, il a créé le concept d'altersexualité. Il enseigne la culture générale en BTS auprès d'un public constitué de fils de prolétaires plutôt que de milliardaires. Il lui est arrivé d'animer un club théâtre, mais il n'a jamais pratiqué le détournement de mineurs. Antivax, complotiste, raoultiste, extrême droiteux, antimite, trumpiste, poutinolâtre, il serait de tendance clito-sceptique et platiste en la haute science brigito-logique, pas facile à dire, dont il est un des fondateurs. Haï autant des collabos du macronisme que de la fraction tondeur de femmes de la résistance, il fait ce qu'il peut pour vivre en rigolant jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est plein d'humour, d'esprit et de culture. Bienvenue sur Tribune Libre, cher Lionel Labosse. Merci. Bonjour Jean-Michel. Stéphanie. Excuse-moi. Pas encore. Bon, ça fait longtemps qu'on se connaît. On se connaissait à l'époque où tu étais grutier sur les chantiers. Oui. Donc voilà. on s'est connus dans la rue quand même. Il faut le dire, dans les manifs de anti-covidistes en 2021. Et donc comme Mike Borowski, voilà, j'apprécie les gens qui viennent de la rue, qui ont vraiment milité. J'en ai des traces pour toi comme pour Mike. Et alors oui, merci d'avoir lu cette petite introduction humoristique. Alors l'éditeur avait préparé un texte et après il m'a laissé le modifier à ma guise et il a pris la version que je lui ai proposée, ce qui est très sympa de sa part puisque c'est en principe la présentation de l'auteur, c'est des prérogatives de l'éditeur, mais il m'a laissé vraiment une totale liberté. Et comme pour le texte d'ailleurs qui est à l'intérieur, donc j'assume vraiment 100% des virgules, à la virgule près, comme dirait Cyrano de Bergerac. Et que dire, oui, et donc c'est une présentation d'auteur à vertu apotropaïque, comme on dit chez les gens cultivés, c'est-à-dire pour me protéger d'éventuelles poursuites, puisque évidemment c'est un portrait en creux par rapport à la personne dont il est question, et en tant que professeur de lettres, je suis un peu le contraire de cette personne, et ce qui explique mon ressentiment et le fait que j'ai écrit ce livre pour essayer de laver la France de cette scorie. Oui, et alors une première question, pourquoi vous avez choisi Xavier Poussard pour votre préface ? Alors j'ai choisi, c'est un bien grand mot, je l'ai supplié, longuement harcelé pour qu'il accepte de me faire une préface pour faire de la pub au livre et puis aussi pour rappeler, là aussi c'est une protection, pour rappeler que Xavier n'a jamais été attaqué pour son livre, donc si jamais j'avais des problèmes par rapport à ce livre, ça serait quand même assez difficile d'attaquer un livre préfacé par quelqu'un qui a écrit la même chose et qui a écrit un texte allant dans le même sens et qui n'a jamais été attaqué pour son texte, mais pour d'autres prétextes
plus ou moins fumeux. Vous aurez donc l'immunité poussard. L'immunité poussardienne, voilà. Et puis j'ai un exemplaire dédicacé de Devenir Brigitte. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cet honneur, et donc puis j'apprécie beaucoup Xavier, quoi. C'est quelqu'un quand même de très très sympa en off aussi. Voilà. À partir de quand et pour quelles raisons vous êtes intéressé au mystère Brigitte Macron, née Trogneux? Est-ce que c'est à partir des déclarations de Natacha Ray, avant, après? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, je n'ai pas la télévision et je ne regarde pas la télévision depuis 35-40 ans. Et je m'intéresse pas du tout aux politiques, je les regarde pas. Donc j'avais jamais vu la tête de l'individu en question. Trop près, quoi. Je savais vaguement la réputation, mais le thème du détournement de mineurs me tracassait un peu depuis longtemps, enfin depuis la première élection. Et puis il y a eu un déclic en fait avec l'affaire Duhamel, l'affaire Olivier Duhamel. Donc c'est le premier article qui ouvre le livre. Et là, j'avais fait le rapprochement parce que je me suis dit, c'est quand même étonnant. C'est à peu près la même une situation à peu près analogue. Adulte ayant autorité, là, c'était un beau-père, et prof, c'est adulte ayant autorité qui pratique le détournement de mineurs. Donc j'avais fait le rapprochement et j'avais proposé l'article à François parce que j'avais une collaboration avec François depuis une année à peu près, et là cet article-là m'a été refusé, et donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose, mais j'avais pas du tout capté le reste du problème. Et donc à la fin de l'année 2000, donc ça, ce dont je parle, c'était au tout début de l'année 2021. À la fin de l'année 2021, donc paraît le mystère Brigitte Macron, et il faut dire que j'ai sans doute une particularité parmi les gens qui ont parlé de Brigitte, c'est que je connais Feuille Document depuis tout le temps, puisque mon père était abonné dès le premier numéro en 1995 et à toute la collection. Et Emmanuel Ratier. Donc oui, Emmanuel Ratier. Et donc j'étais abonné. Donc quand est paru le mystère Brigitte Macron, voilà, c'était les parutions habituelles. Et en fait, il y a eu les 4 premiers numéros. Donc je me demandais un peu où ils voulaient en venir parce que je trouvais ça étonnant. Tant de révélations sur une personne qui était l'épouse du président. Et au 5e numéro, le fameux 501, le mythique numéro 501, j'ai tout capté en même temps. Parce que tous les éléments, tous les ingrédients faisaient que je pouvais comprendre ce que tu viens de lire dans la petite présentation, le fait que j'ai des profs de lettres, que j'avais fait un atelier théâtre, et que j'avais milité pour les droits LGBT, enfin milité, c'est un bien grand mot, hein, pour la lutte contre l'homophobie à l'école, etc. D'ailleurs, tu m'avais déjà interviewé à ce sujet en Tribune Libre. Et bien, et puis la confiance que j'avais dans Feuille Document, c'est les un travail d'investigation. Oui, c'est de l'investigation, c'est un travail de documentation aussi. C'est-à-dire, il y a des archives phénoménales, et Xavier Poussard a une mémoire phénoménale, ce qui fait, et une intelligence phénoménale qui fait qu'il arrive à tisser des liens. Donc il a pris l'information que lui a donnée Natacha Ray, et il l'a inséré à l'intérieur d'un dossier beaucoup plus épais. C'est-à-dire que l'information, l'idée, l'intuition de Natacha Ray, en fait, c'était un peu la cerise sur le gâteau, mais tout ça ne serait rien sans le dossier, qui est un dossier énorme et qui peut intéresser justement parce qu'il y a la cerise sur le gâteau. Parce que évidemment, quand on dit que quelqu'un a pillé la France, vendu la France aux Américains et tout ce qui s'ensuit, on ne convainc pas les gens. Les gens ont l'habitude d'entendre les pires scandales sans rien faire, mais quand il y a un petit piment sexuel dessus, ça attire l'attention tout simplement. On peut également saluer aussi le travail de Alain de Précibus, qui fait un énorme travail. Alors oui, le baron de Précibus, respectons les titres de noblesse. Et oui, très peu de temps après moi, il s'est intéressé à l'affaire, donc en généalogiste, puisque c'était sa spécialité. Et il a procuré un dossier extraordinaire, dont on peut tirer un livre d'ailleurs qu'on peut imprimer soi-même, et il a traduit en anglais aussi, ce qui est très important puisque ça a permis à Candace Owens d'avoir accès directement aux détails de l'affaire, et elle l'a étudié en profondeur. Il a fait un travail là aussi de journaliste, hein. On l'a les journalistes français mainstream qui sont eux des influenceurs qualifient Candace Owens d'influenceuse, alors que c'est une véritable journaliste qui a fait un travail énorme, hein, d'investigation, de documentation, d'investigation
d'investigation, d'interview, enfin le travail d'un journaliste. Xavier Poussard est allé à sa rencontre à 2 reprises, je crois. Et il y a un travail qui est respectable. Et j'ai une question vraiment qui est centrale pour tous ceux qui écoutent. Pour vous, quand vous êtes intéressé à l'affaire, déjà, quel est le premier élément qui vous a fait dire et qui vous a fait penser que cette affaire n'était pas une blague, mais certainement fondée en fait? Quel est l'élément pour vous qui a été vraiment déclencheur et qui vous a fait dire, mais certainement que cette femme ne nous dit pas tout? Oui, il y a un faisceau tellement intriqué que c'est difficile de détacher un élément, puisque c'est ça, hein, c'est le faisceau. Quand on a 500 arguments et que la presse mainstream nous en rapporte seulement un seul, fait du cherry picking. Quels sont les arguments qui paraissent les plus frappants? C'est tous les mensonges sur la différence d'âge, sur le détournement de mineurs, donc pour le fait de vouloir nous faire passer comme glamour à une relation de type détournement de mineurs. Avec rapport d'autorité, il faut rappeler. Oui, avec détournement de mineurs par personne ayant autorité. Et le fait que cette personne ayant pratiqué cela dans un lycée catholique jésuite de province, dans un milieu quand même où ça se devrait avoir fait un scandale, s'est trouvé promu dans le lycée le plus huppé de France, le fameux lycée qui pratique la mixité sociale entre les fils de milliardaires et les fils de millionnaires. C'est tellement louche, et le fait qu'elle ait eu pour élève 2 des fils du second mariage de Bernard Arnault, tout ça, c'est tellement... Xavier Poussard parle de poissons volants, quoi. On a des poissons volants, donc faut vraiment être bouché à l'émery pour ne pas voir qu'il y a un dossier. Et on a beaucoup de gens, même dans la résistance, qui sont dans cette catégorie. Là, on en a une ribambelle. Je sais pas ce qui les prend. Est-ce que c'est de la jalousie par rapport à la réussite de Xavier Poussard? Je sais pas comment des gens peuvent dire circuler, il y a rien à voir, ou il y a pas grand-chose à voir. Je vais pas donner la liste, je vais pas citer des noms, mais c'est impressionnant, quoi. Et le nombre de gens qui s'intéressent à l'affaire, finalement, alors que c'est l'affaire dont Macron lui-même a dit que c'était ce qui lui faisait le plus mal. Donc, quand on a un type qui nous blesse, qui nous fait du mal, Carlo Brusa a fait une excellente procédure avec Maître Mounmarian récemment, il faut l'attaquer là où ça lui fait du mal, parce qu'il faut l'empêcher de détruire la France. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ou bien que c'est une affaire à prendre au sérieux, contrairement à ce que certaines personnes de la dissidence pensent qui disent circuler, il n'y a rien à voir, c'est une simple grotesque blague. Il y a des choses à voir, il y a un dossier extrêmement lourd, et il y a tellement de faits. Il y a aussi une vidéo qui date de décembre 2015 de Canal+, enfin j'ai l'extrait sur ma chaîne YouTube qui montre c'est la première apparition publique vidéo de Brigitte en tant que femme du ministre de l'économie Macron, et dans cette vidéo déjà le visage est très révélateur, puisque c'était avant les opérations de féminisation du visage pratiquées par le chirurgien le docteur Buy. Et Patrick Buy, et en fait c'est là qu'il y a la fameuse phrase nous limons, c'est-à-dire une extrême vulgarité, alors qu'elle se présente pour la première fois, et elle fait une allusion à une phrase de Montaigne qu'elle détourne d'ailleurs, et une allusion sexuelle extrêmement graveleuse. Et d'ailleurs, en plus, pour une fois, il a l'air gêné. C'est rare qu'on le voit gêné. Pas trop, parce qu'il sort sa fiche McKinsey, et qui était donc en décembre 2015, c'est-à-dire bien avant les élections. C'est décembre 2015, j'ai un léger doute si c'est décembre 2015 ou décembre 2016, mais enfin il lance une phrase où il dit, alors qu'il n'était pas du tout question de ça, que sa femme n'était pas du tout rémunérée sur les deniers publics, etc. Et en fait, c'était l'annonce quasiment 2 ans auparavant de ce qui allait devenir l'affaire Fillon. C'est-à-dire que l'affaire Fillon était déjà préparée par la mafia. Ils savaient comment ils allaient dégommer Fillon. Donc ça, cette vidéo, pour moi, elle est extrêmement importante, et c'est une preuve que tout ça est un montage, tout ça, c'est-à-dire le placement du produit Macron est un montage de la mafia macrono-rothschildienne qui était travaillé à l'avance, près dès décembre 2015.
Après, il y a plein d'autres choses. Bon, quelques sites de journalistes ont montré ce placement de produit avec 8000 articles pour placer Macron, c'est-à-dire autant d'articles dans la période qui a précédé l'élection de 2017 que l'ensemble des autres candidats, alors que ce type était un parfait inconnu, il n'avait aucune carrière politique. Donc voilà, là j'ai cité quelques faits qui m'ont vraiment fait comprendre dès le début que c'était une affaire énorme et possiblement donc l'affaire qui fera tomber Macron. Et donc, excusez-moi, je vais être un peu long, mais je te remercie de me donner la parole. J'ai quand même publié un livre de 900 pages sur l'affaire qui fait le plus mal au président qui détruit la France. Et il est là. le livre, et voilà, il y a du contenu. J'aurais pu faire 3 livres de 300 pages, et en fait tu es la 4e ou 5e personne à me donner la parole dans le réseau de la Résistance, alors que le livre est sorti officiellement le 20 novembre. Oui, donc c'est quand même fait un gros travail. Voilà. On est très très loin d'une énorme blague. C'est extrêmement documenté et riche en références, en noms. Et aussi même il y a même des paragraphes culturels, même si référence à la culture et à l'histoire de France. Oui, il y a des articles de différentes catégories, de l'humour à l'érudition, exactement. L'analyse des textes de loi, etc. Et tout ça, voilà, c'est un énorme travail. Et donc, voilà, il y a que GPTV, je peux les citer tous parce qu'ils sont pas nombreux, Amandine Roy, Kentra, et toi, tu es la 4e personne. Alors il y a d'autres émissions qui sont prévues, hein. Il y a 3 notamment. Je vais pas citer les noms, mais c'est quand même. Et au niveau médias écrits, il y a Riposte laïque qui m'a consacré une interview, mais c'est tout. Et voilà, je m'étonne quand même sur ces médias qui se prétendent résistants et qui disent que Macron est un danger, donc qui pratiquent le blackout le plus complet sur voilà un travail solide, quoi. C'est pas une plaisanterie. Oui, absolument. C'est donc qui est bien distribué, hein, qui est publié par un éditeur sérieux. Lequel? Et Ethos. Et c'est distribué dans des points de vente. C'est distribué par Hachette Livre, c'est-à-dire qu'on peut le commander dans n'importe quelle librairie et sur n'importe quel site. Voilà. Alors moi j'ai parfois des contacts, des amis comédiens qui sont très sensibles à la cause LGBT et pour cause, voilà. Ils comprennent pas qu'on s'intéresse à cette affaire. Donc il faut expliquer que c'est le problème du mensonge et que c'est pas le problème de les mœurs des gens, finalement on s'en fiche. Oui, c'est ce que je disais, c'est la cerise sur le gâteau et c'est un peu à double tranchant. C'est un peu pour ça qu'on avait reproché aux États-Unis à Candace Owens d'avoir insisté sur le côté changement de sexe, alors qu'aux États-Unis, le côté détournement de mineurs suffisait largement à battre la statue, quoi. Mais en France, voilà, ça attire l'attention, mais bien évidemment le dossier est extrêmement sérieux. Enfin, il y a pas j'ai pas écrit 900 pages sur un changement de sexe, d'autant plus que voilà, je suis quelqu'un d'un peu plus favorable à la tranquillité de vie des personnes réellement transgenres, c'est une catégorie qui est plurielle aussi, parce que parmi les personnes transgenres, on a à la fois Alexandra Brazzaville, qui est hermaphrodite de naissance, mais on a aussi des personnes, et actuellement il y a une mode, et ça par contre je suis opposé à cette mode, de pousser des enfants influençables à suivre à cette mode et qui le regretteront dans la plupart des cas après. Donc c'est totalement irresponsable. Et donc il faut mettre fin à cette attitude criminelle de Madame Brigitte ou Monsieur Brigitte, parce que c'est elle qui nomme les ministres de l'Éducation, c'est elle qui a nommé Ducrot Maserati, non c'est un autre nom mais ma mémoire planche, et qui des gens qui sont tous dans cette mouvance de pousser à cette mode transgenre. Donc il est urgent d'y mettre fin, et c'est un livre, c'est un pavé pour leur mettre dans la figure. Et apparemment, même si j'ai été filmé à mon insu par Quotidien, par exemple, oui, je les ai oubliés, mais au tribunal, et je savais pas qu'ils me filmaient. Et en fait, ils l'ont passé. Donc à Quotidien, et c'est une émission qui a été regardée par des millions de personnes, sans doute. Et donc ils ont présenté mon livre comme je le présente ici, c'est-à-dire en plein milieu de l'écran, et il y a mon nom qui est affiché, etc. Donc la France entière sait qu'il y a un livre de 900 pages
publié sur cet individu et que cet individu n'a pas porté plainte contre l'auteur de ce livre, qui est enseignant dans l'enseignement public dans un lycée et qui joue sa réputation comme Candace, je joue ma réputation sur ce livre et il se passe rien, on fait la censure, on pratique la censure sur ce livre. J'allais dire presque autant dans les médias dits de résistance que dans les médias du pouvoir. C'est étonnant comme situation. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui servira un peu d'archive, c'est ce que dit Xavier Poussard dans sa préface. Ouais. C'est un livre qui va servir d'archive quand l'affaire sera terminée, quand on aura convaincu les gens dont tu parlais, justement, qu'il y a une affaire. Mais c'est vrai que c'est un peu comme l'histoire du Covid. On a eu un mal fou et on n'y est pas arrivé, on n'y arrive encore pas pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens croient que c'était une épidémie. Non, c'était pas une épidémie, c'était une ingénierie sociale. Donc c'est difficile, mais c'est vrai que c'est à double tranchant cette histoire de changement de sexe, parce que du coup, c'est un peu comme quand tu abordes une question relative à la communauté juive organisée. Israël. Ensuite, on te prémunit. C'est une collègue qui m'avait dit ah non, moi ça ne m'intéresse pas ce genre de sujet. C'est des crispations parce qu'il y a eu un formatage social, une ingénierie sociale puissant, qui fait que les gens. Je peux prendre un autre sujet parce que je suis en train de travailler là-dessus avec mes étudiants. Puisqu'on a le thème des animaux, et là je travaille sur l'interdiction des animaux de cirque. C'est une des autres lois liberticides de la Macronie, c'est-à-dire que Macron là il est encore dangereux parce que même s'il est ultra minoritaire, avec les députés godillots et traîtres qu'il y a à l'Assemblée nationale, il n'y a que ça, il n'y a pas un jour sans qu'il nous ponde une loi liberticide. C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on dirait pas que ce type a perdu les élections. Donc il faut le bloquer, il faut y mettre fin. Ils sont en train de supprimer toutes nos libertés. Absolument. Pour en revenir à la préface de Xavier Poussard, Monsieur Poussard dit « La farce a supplanté la tragédie ». Alors j'ai une question simple, pourquoi avoir voulu faire de ce mystère Brigitte Macron un événement artistique ? Oh là, vous me platez, moi je suis un piètre comédien, un amateur, mais je me suis lancé. Et en fait, c'était aussi dans ma vie, c'est-à-dire comme tous les profs, je suis un acteur raté, je suis un écrivain raté, etc. Mais je me suis mis à écrire, donc ça il y a plus de 20 ans maintenant. Et je pense être un écrivain réussi, si je peux me permettre cette immodestie. Mais je me suis lancé grâce à mon amie Marilyn Weber que j'ai connue pendant l'épisode Covidis, puisqu'elle animait les actions de Laissons les médecins prescrire et de Amis entendus, donc pour la ville de Paris. Et je me suis rapproché d'elle parce qu'elle était chanteuse et j'adorais la chanson, donc je me suis mis à écrire des textes de chansons de parodies de chansons qu'elle a interprétées. Et puis on s'est mis à faire des sketchs, très bon enfant au début, et petit à petit j'écrivais les textes au début, et petit à petit je suis passé de l'écriture de sketch à une idée et improviser. On a réussi à la fin à faire des sketchs de 30 minutes totalement improvisés en one shot, quoi. C'est-à-dire donc j'étais assez content de ça parce que quand je regarde des morceaux de temps en temps, je me dis c'était pas si mauvais que ça. Donc les gens peuvent les retrouver sur ma chaîne Cronebunker et ma chaîne Odyssée, parce que la chaîne YouTube Coxix Gru où ils étaient a été détruite du jour au lendemain. Je suis très surveillé par l'Élysée, ils n'ont pas découvert l'existence de mon livre, mais par contre ils suivent attentivement. Je peux vous dire qu'ils suivent attentivement ma chaîne YouTube. C'est peut-être la perruque blonde qui les gêne. La perruque blonde, oui. Alors donc le spectacle, j'ai eu l'idée dès le début, comme je faisais les manifs de Philippot notamment, parce qu'elles sont sécurisées, mais d'autres manifs aussi. J'ai fait quelques manifs de Mélenchon, là où il y a du monde. J'ai eu l'idée de faire un peu de spectacle, de mettre une perruque blonde, parce que j'avais compris que ça les embêtait. Et donc je suis allé faire ça. J'ai voulu lancer ça, mais ça a très mal marché. Au début, il y a quelques personnes qui ont mis les perruques blondes, et puis ça a pas pris. Et même quand je l'ai fait récemment dans l'émission de GPTV pour présenter le livre, alors très gentiment, avec beaucoup de spontanéité, Mike Borowski et Nicolas Stocker et même Lara Stam ont accepté de mettre la perruque jaune, et ça les a beaucoup amusés. Et après, ça a pas suivi, c'est-à-dire que on est dans une période où ces gens-là veulent nous couper la parole, nous censurer tous azimuts, et on sait que le rire, c'est difficile à censurer. Donc on peut les attaquer par le rire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc j'ai eu cette idée, ils pourraient mettre une amende de 135 € pour port de la perruque jaune. Mais là on atteindrait le comble du ridicule. Ils sont pas avares de ridicule, Chaque jour on a un sketch. Mais c'est ça qui peut les faire tomber. Et puis le rire aussi,
c'est difficile à condamner quelqu'un pour le rire. On a vu avec l'épisode de Guillaume Meurice, je crois, avec sa phrase sur Netanyahou. Donc voilà, profitons de cela. Il y a eu récemment, il y a 4 jours, une interview de Karine Dubernet sur Front Populaire, c'est-à-dire le magazine de BHL, Michel Onfray, là, du nouveau BHL. Et alors l'intervieweur a l'air d'avoir un balai mal placé, mais Karine Dubernet répond, et sur l'affaire Brigitte, alors on sait que Onfray, comme il passe tout le temps dans les médias du pouvoir, est un grand défenseur de la thèse de l'utérus de Brigitte Macron, hein, puisque pour passer dans les médias larbin du pouvoir, il faut répandre la fake news selon laquelle Brigitte Macron aurait un utérus. Je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, si on suit ce qu'a dit Xavier Poussard, et que je répète, sans que jamais Xavier Poussard ait été condamné en diffamation, non, Brigitte Macron n'a pas d'utérus. Voilà, je suis désolé. Et vous jouez votre réputation autour de cette affirmation. Oui, j'ai écrit un livre de 900 pages, donc qu'elle me poursuive, oui. Mais c'est comme ça. C'est argumenté. Voilà, c'est qu'elle prouve le contraire, puisqu'elle s'est engagée dans une poursuite aux États-Unis, où elle s'est engagée à donner les preuves scientifiques qu'elle est une femme, donc qu'elle donne ses preuves scientifiques, elle s'y est engagée. Et pourquoi le fait-elle? Le ferait-elle aux États-Unis alors qu'elle a été incapable de le faire en France? Elle ne s'est pas présentée au tribunal. Son frère Jean-Michel Trogneux ne s'est pas présenté au tribunal. Et même, il y a une chose que peu de gens ont remarqué, c'est-à-dire que par rapport à l'affaire Natacha Ray et Amandine Roy, donc, où il y a eu une victoire grâce à l'excellent avocat d'Anglean et la non moins excellente Maud Marian, il y a une victoire en appel, victoire totale, écrasante, 15-0, même 38-0, on va dire, puisqu'il y avait 38 chefs d'accusation, enfin, passages incriminés. Eh bien, Brigitte Macron seul s'est pourvu en cassation. C'est-à-dire que Jean-Michel Trogneux ne s'est pas pourvu en cassation. C'est-à-dire que Jean-Michel Trogneux accepte ce qu'a dit la justice, qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de diffamation. C'est étonnant. Aucun journaliste mainstream n'est allé interviewer Jean-Michel Trogneux. Zéro. Nada, que dalle. Les journalistes, vous êtes où? On aimerait l'entendre réellement. Bah oui. Il existe. Sa fille, Tiffaine Ozière, oui, a dit qu'il se portait comme un charme. Qu'elle l'avait vu récemment, il se porte comme un charme. Sa fille, qui est avocate. Mais c'est une affirmation qui peut tenir la route dans tous les cas, de figure, de toute façon. Quelle affirmation? Ben, quand elle dit qu'elle a vu son oncle la semaine précédente, si son oncle est devenu sa mère, c'est une affirmation si tonton et tata, ça voilà, reste vrai. Voilà. Alors pour Tiffaine Ozière, j'aimerais dire quand même, si tu le permets, rappeler, parce que la presse se garde bien de rappeler, que Madame Tiffaine Ozière a quand même une petite incitation à soutenir l'épouse du chef de l'État, puisque le chef de l'État lui a fait obtenir une petite dotation de 62 000 € par an en tickets de présence, en jetons de présence, pardon, dans le groupe Arverne, qui fait de la géothermie. Hein. C'est clair qu'avec sa formation d'avocate, elle est spécialiste de géothermie, 62 000 € par an, plus les jetons de présence chez Hanouna, bon, qu'elle fréquente d'ailleurs de très près apparemment. Alors Mike Borowski avait évalué à peu près 500 € la prestation. Supposons qu'elle en fasse 4 par mois, ça fait quoi, 2 000 € par mois, multiplié par 10, ça fait 20 000 € par an. Voilà, au bas mot, hein, parce que 500 € c'est peut-être pour la personne peu connue, mais oui, voilà, comment dire, alors je m'y perds un peu, la belle-fille, voilà, c'est la belle-fille et camarade de classe du président de la République, c'est quand même, voilà, c'est peut-être plus que 500 €. Donc, quand vous touchez, en plus de vos revenus qui sont déjà extrêmement importants d'avocat, puisque son cabinet d'avocat a fait un boom, évidemment, depuis qu'elle est médiatisée, quand vous touchez autant d'argent, c'est vrai que ça vous incite à témoigner en faveur d'une personne. Mais là, ça ne pose aucun problème ni à la justice, ni aux journalistes, quand même. Un témoin qui touche autant d'argent, c'est quand même étonnant. On peut appeler ça des conflits d'intérêts ? Peut-être, ou je sais pas, un mélange des genres, on va dire, mélange des genres, nous sommes dans le genre là aussi. C'est le cas de le dire. Vous avez également réalisé un fabuleux glossaire, il est remarquable d'inventivité. Est-ce qu'on peut dire que c'est Brigitte Macron qui vous inspire et qu'elle est un muse pour vous? Un muse, oui. Ma muse, oui, enfin c'est l'affaire, la folie actuelle, hein, donc par rapport à la folie du monde, à la nef des fous, comme dirait Sébastien Brandt, eh bien on peut s'amuser avec le langage, hein, c'est ce qu'a fait Rabelais, enfin c'est dans la veine rabelaisienne, on crée des mots pour ridiculiser le pouvoir, un pouvoir défaillant, un pouvoir qui est totalement absurde, qui est devenu totalement absurde. Et quand je dis un pouvoir totalement absurde, c'est pas seulement la Macron-Rothschildie, c'est tous ces députés, ces parlementaires, ces hommes politiques qui sont plus idiots les uns que les autres. Enfin
C'est généralisé. Déconnecté ? Il y a Déconnecté du réel ? déconnecté, mais je pense corrompu au sens moral et au sens financier, sans doute. Livré aux addictions à la drogue, sans doute. Enfin, on a eu des cas, mais ça n'arrête pas. Ces députés qu'on retrouve ivres-morts au petit matin, c'est députés ou sénateurs, députés qui achètent de la drogue à un mineur. Enfin, c'est quoi ces gens-là? Et donc ils laissent détruire tout ce qui reste de la France. Ils ne font rien. Et alors on a quelques cas individuels qui mènent un petit combat et qui sont tabassés, comme le fameux Charles Aloncle, où il y a eu, je sais plus les noms. Enfin bon, Alain Houpert évidemment toujours fidèle au poste au Sénat, mais le nombre de ceux qui agissent pour le bien des Français par rapport à un président de République en CDD qui détruit la France et qui détruit toutes nos libertés et qui ne s'occupe absolument jamais de redresser l'économie française, de redresser la chute de la natalité en France. Hein. Il voulait réarmer la France en bébé, mais en fait, juste 3 mois après, il faisait la fête de l'avortement, comme si l'avortement était quelque chose qui complétait, comme si l'avortement était quelque chose de joyeux dans la vie d'une femme. Enfin, c'est un délire. L'avortement, c'est un drame dans la vie d'une femme. Personne en France, aucun homme politique en France n'est contre le droit à l'avortement. Personne. Donc il a fait une loi complètement délirante, enfin la constitutionnalisation de la loi Veil pour quelque chose que personne ne menaçait. Et donc ça fait la fête à l'avortement 3 mois après avoir dit qu'il fallait réarmer la France en bébé. Résultat, chute de la natalité qui est très inquiétante. Et Emmanuel Todd, fait le rapprochement avec la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire une chute de natalité amène quelques années après, quelques décennies après, une chute de l'économie et une chute d'un pays qui était pourtant considéré encore par certains comme le phare de l'Occident, la fille aînée de l'Église. Enfin, je ne sais pas les qualificatifs. Je comprends pas que les gens ne coalisent pas leurs énergies pour abattre ce tyranno de pacotille et son mari. Et on pourrait parler de Philippot et de Asselineau, par exemple. J'ai remarqué, c'est étonnant, c'était les 2 seuls hommes politiques à parler de l'affaire Brigitte. Oui. Et alors Philippot a continué, d'ailleurs, il est de plus en plus... il va de plus en plus loin, et je tiens à le féliciter, même que je tiens à le remercier d'avoir organisé des manifestations où il nous laisse libre. Il nous a pas du tout embêté pour les perruques jaunes. Il nous a jamais donné la parole, certes, mais il nous a jamais embêté. Ça serait bien qu'il me donne la parole à une prochaine manifestation. Mais par contre, Monsieur Asselineau, qui était très piquant sur l'affaire, a cessé brutalement d'en parler au moment où c'est devenu le plus intéressant, au moment où ça prend une tournure géopolitique, ce qui est sa camelote, donc où ça menace la liberté d'expression. C'est-à-dire que le procès en cyberharcèlement, c'est une ingénierie sociale qui précède la loi qui est en train d'être votée par ces députés traîtres à la France, traîtres aux Français, et c'était fabriqué pour prétendre que les réseaux sociaux étaient un danger pour se moquer de ce travesti qu'on a à l'Élysée. Faut quand même pas se moquer du monde. Cette loi qui va interdire l'accès libre aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Oui, enfin, aux moins de 15 ans à tout le monde. C'était cette loi qui fait afficher tout le monde. Faite à tout le monde. Voilà, et qui était dans les tuyaux du fameux RSA, qui est défendu par madame Justine Atlan, copine de Brigitte, qui lui a filé 2000... DSA. Oui, le DSA, c'est défendu par l'association E-Enfance de Justine Atlan. Digital Service Act. Qui, oui. Pour les spectateurs, je me rappelle. Digital Service Act, la loi liberticide de l'Union Européenne. Et donc, cette femme a touché 2 millions d'euros détournés des pièces jaunes. Et en fait appuie cette loi. Elle va sur les plateaux télé pour appuyer cette loi. Donc c'est en fait une mafia. On peut vraiment parler de mafia. Les gens pillent les caisses de la France, y compris les dons des enfants qui vont donner des pièces jaunes pour les enfants malades, et ils se servent de ça pour des associations bidons qui font de l'ingénierie sociale et qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Parmi les premiers mots de ce beau glossaire, il y a le mot bombiste. Par exemple, vous pourriez l'expliquer ? Alors là, il y a les bombistes et les platistes, c'est l'opposition. Alors ça reprend un peu les oppositions de Jonathan Swift, le grand auteur du XVIIIe siècle britannique, qui avait fait les voyages de Gulliver, mais aussi d'autres textes. Et lui, il avait opposé les petits boutistes et les gros boutistes, c'est-à-dire pour se moquer de la différence entre la droite et la gauche. Donc les gens qui mangent
l'œuf dur ou l'œuf mollet, je sais plus, par le petit bout, par le gros bout. Et donc j'ai créé les bombistes et les platistes. Voilà, la France est divisée entre les bombistes, donc ceux qui sont partisans de la poitrine bombée de Chybrit, et les platistes, ceux qui sont partisans de la poitrine plate de Brigitte, de Chybrit, de Jean-Michel. C'est son petit surnom, hein, on précise. Oui. Il y en a plein, alors des surnoms de Brigitte et des surnoms de notre furoncle. Il y en a plein aussi. Le chef de l'étron, notre furoncle, Choupinet, Kéké Rose, etc. Enfin, c'est pas moi qui les ai inventés tous, mais on les reprend et on les échange. C'est très créatif, il n'y a rien à dire. Alors justement, je vais aller sur un terrain un peu poil à gratter, mais c'est l'occasion d'avoir un droit de réponse. Dans une de ses dernières interviews, Alain Soral était assez énervé et il disait à propos des brigitologues que notamment ils avaient 2 neurones qui se battaient en duel et que on était sorti de cette affaire où finalement on ne sait toujours pas qui est le petit gros, on ne sait pas qui est Brigitte Trogneux, dit-il, et il dit finalement ça n'a servi à rien cette affaire, pour l'instant le couple maléfique est toujours en place. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Parce que là, vous avez votre droit de réponse. Alors le droit de réponse, je m'attendais pas à ce que tu me poses la question, mais bon, allons-y. Allons-y gaiement. Oui. Alors, le droit de réponse. Donc déjà, j'ai demandé un droit de réponse à GPTV, à Raphaël Beslu, puisque c'était dans son émission. Oui. On s'est un peu engueulé au téléphone et il m'a pas accordé de droit de réponse. Donc je pense que je le prendrai quand Mike ou Nicolas m'inviteront à nouveau. Donc Soral, que dire sans être aussi ordurier que lui, puisque oui, en fait c'est comme Natacha Ray, en fait c'est pas le problème de ces gens-là, Natacha Ray et Alain Soral, qui sont des gens qu'on pourrait dire atteints un peu d'une sorte de syndrome Gilles de la Tourette, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à insulter les autres. C'est, je pense, lié à la maladie pour Natacha Ray, qui heureusement a cessé actuellement, elle est en mode sous-marin. Alors j'espère que c'est pas à cause de sa maladie, mais que c'est parce qu'elle termine le livre qu'elle nous a promis, et qui sera, je pense, un très grand succès de librairie, ce que je lui souhaite. Et parce que ça va nous aider aussi à vaincre ces 2 monstres. Mais Soral, il est habitué à insulter. Pour Raphaël Bessu, c'est rentable parce que ça fait des vues, donc ça fait gagner de l'argent de pousser Soral en fait à se faire du mal, puisque il se tire du balle dans le pied en étant ordurier. C'est quelqu'un qui est sous l'objet de multiples condamnations, de procès incessants, et il insulte tout le monde. Donc ça lui fait du mal. Donc je trouve que c'est malsain de la part des gens qui encourage à la fois Natacha Ray ou Alain Soral à insulter, à me donner une mauvaise image d'eux-mêmes. Donc Alain Soral, alors voilà, mais ça m'a fait du mal parce que ça a cessé mes ventes, puisque en fait ça s'est produit sur GPTV. C'est une émission qui a été diffusée le 21 décembre 2025, le jour anniversaire de Choupinet. Donc c'était un beau cadeau d'anniversaire d'essayer de mettre fin à ce qui fait le plus souffrir cet individu malsain, cet individu nocif, nuisible, et donc ça a été diffusé le lendemain d'une émission que j'avais enregistrée une semaine après, et qui a été repoussée d'1 semaine pour ne pas être trop proche de l'émission que j'avais faite avec Mike Borowski. Et donc résultat, le lendemain même, il y a une émission de 5 heures avec cet individu, qui donc avait pour vignette l'affaire Brigitte Macron, alors que ce n'était qu'un des nombreux sujets qu'il traitait, mais c'est le fameux titre putaclic. Mais du coup, les gens, au lieu d'écouter mon émission, ils ont écouté l'émission du type qui fait 500 000 vues. Voilà, donc ça a mis fin totalement au succès de l'émission qui a été donc diffusée la veille. Et en plus, dans cette émission, donc je vais citer l'insulte de cet individu. Alors je vais me permettre de faire avec lui, comme je fais avec les individus qui sont à la chef de l'État, s'il y a 2 sales cons à l'Élysée, on va les foutre dehors. Chaque fois qu'il nous insulte, on peut retourner cette insulte. Donc c'est pour ça que je me permets de qualifier cet individu qui voulait nous emmerder, qui voulait emmerder les non-vaccinés, je me permets de le traiter de chef de l'étron. C'est une insulte, en fait, permet de retourner l'insulte. Donc, monsieur Soral, qui est un vieux débile, m'a traité de débile. Donc je retourne l'insulte, je ne le pense pas, mais il m'autorise à le dire. Et peut-être s'il écoutait ça, s'il daignait écouter cela, ça lui permettrait de se rendre compte. Il a qualifié, donc ce vieil enculé d'Alain Soral a qualifié Xavier Poussard d'enculé. Voilà. Ce vieux merdeux d'Alain Soral a qualifié Xavier Poussard de merdeux. Donc on peut retourner l'insulte. Et c'est quoi? C'est une insulte. En quoi ça fait avancer le débat? Alors je rappellerai pour ce monsieur Soral que il est en conflit avec un employé. Poussard était son employé. Quand on est en conflit avec un employé,
on aurait affaire au prud'homme. Donc on fait une procédure. On n'ennuie pas le monde et on n'utilise pas un média comme GPTV, qui est un média respectable. Ça fait beaucoup de mal ce qu'il a fait pour GPTV. Certes, ça fait des vues, mais les gens sont dégoûtés. Moi, j'ai les gens qui m'en ont parlé, ils ont arrêté. Ça fait 500 000 vues, mais les gens ont arrêté. D'ailleurs, ils sont peut-être pas allés jusqu'au moment où ils m'insultent moi avec Xavier Poussard, parce que voilà, ils ont vu la première demi-heure, la première heure, et puis ils ont dit bon, ça suffit, il fait son numéro habituel. Voilà, c'est un numéro d'insulte. Voilà, c'est le retour de Marcel Amont, je sais pas quoi, qui refait son 100e spectacle à 95 ans, mais quelle est l'utilité Est-ce que vous pensez qu'il est en souffrance parce qu'il se dit trahi par Xavier Poussard et donc il vous aurait mis dans le même sac finalement puisque vous êtes proche de Xavier Poussard? Oui, je suis une victime collatérale, donc voilà, c'est l'individu. Donc il y a un livre de 900 pages qui paraît, il n'en lit pas une ligne, donc et il traite l'auteur de ce livre de débile. Bon, bah voilà, donc c'est lui qui est débile. Enfin, il se disqualifie, mais ça a mis fin, enfin, au succès que pouvait avoir l'émission et voilà, et les gens se sont dit bon, bah on va pas lire ce livre puisque c'est le livre d'un débile. Donc c'est vrai que merci de me donner finalement le droit de réponse. Enfin, oui, c'est important que vous puissiez vous expliquer. J'ai même pas envie d'en parler. Xavier Poussard ne prononce jamais le nom de cet individu. Mais voilà. Le domaine de l'émotion, en fait. Hélas. Et oui, et je voulais ajouter que je suis le seul militant LGBT entre guillemets au monde à avoir soutenu cet individu quand il a eu cette condamnation pour grosse lesbienne. J'ai fait un très long article et j'ai enregistré l'article en vidéo. Cette vidéo dure 40 minutes. Donc j'ai pas dit une phrase pour le soutenir. J'ai fait un article de fond pour soutenir cet individu qui ne cesse de m'insulter. Alors, Alain Soral, si t'as des problèmes, va te faire enculer une bonne fois pour toutes et lâche-nous la grappe. Voilà. Bon, au moins c'est direct. C'était une condamnation en Suisse quand il avait traité une femme de grosse lesbienne. De grosse lesbienne, ouais. Il avait traité une lesbienne de poids moral évidemment, de grosse lesbienne. Et donc sous ce prétexte, on l'avait en Suisse condamné à je sais pas quoi. Une peine de privation de liberté, un bracelet électronique, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que le silence assourdissant de la communauté dite LGBT par rapport à cette privation des libertés, c'est, ouais, moi je lutte depuis 20 ans, depuis ce livre-là, qui s'appelle Altersexualité, éducation et censure, qui date de, je sais plus de... Redites aux spectateurs ce que c'est que l'altersexualité. 2004 ou 2003. Oui. Non, 2004 ou 2005, voilà, je vais vous dire la date, je vais la retrouver, elle est là, 2005, voilà, et bien j'avais créé le mot altersexualité parce que je ne pouvais plus supporter déjà en 2005 le terme LGBT. Et l'altersexualité, c'est un peu à la sexualité ce que l'altermondialisme est au mondialisme, c'est-à-dire avoir une vue différente. Donc j'étais parti du constat que voilà, à la moitié des mariages se terminent en divorce, pour dire il y a un problème avec la sexualité en général, et pas qu'avec l'homosexualité, mais aussi avec l'hétérosexualité. Donc essayons de voir les choses avec un peu de, voilà, comme je vois l'affaire Brigitte, avec de la culture, de l'humour, essayons de trouver une solution à quelque chose qui ne marche pas. Enfin, voilà, qu'il y a des problèmes, et on le voit maintenant avec la chute de la natalité, enfin, il y a des problèmes. Donc l'altersexualité, c'est essayer de réfléchir à ça et de réunir les hétérosexuels, les homosexuels, tout le monde. On n'est pas opposés. Moi, je vois des militants LGBT qui jouent à fond l'opposition, et dans tous les domaines d'ailleurs, pas que dans ce domaine-là. Chez les juifs, c'est pareil. Enfin, des militants payés par des grosses associations, des Georges Soros, etc., jouent sur tous les sujets, l'écologie, tout ce que vous voulez, le cirque, l'opposition entre les gens. C'est hallucinant. Vous êtes contre le diviser pour mieux régner? Bah oui, j'essaye d'unir les gens. Je le fais avec mes étudiants sur tous les sujets. J'essaye de leur montrer qu'on veut nous diviser. Bon, en tout cas, espérons un apaisement avec ce monsieur. Et voilà, je tenais à ce que vous ayez un droit de réponse parce que je me suis dit que vous aviez eu aucune occasion de répondre à de tels propos. Bah qui étaient un peu raides, en fait. Oui, vu qu'il a dit que j'étais un débile, donc je suis un débile, vu que c'est le maître du bolos, pardon, le maître du logos, comme dit Mike Borowski. Donc voilà, c'est Jacques a dit. Donc bon, qu'il règle son conflit d'employeur-employé avec Poussard, c'est un peu comme Natacha Ray. Natacha Ray a un conflit pareil d'employeur à employé avec Monsieur Poussard. Elle a l'un des plus grands avocats de France, Monsieur Dangléan. Donc pourquoi ne porte-t-elle pas plainte si elle a un conflit, si elle a été victime d'une spoliation de la part de Monsieur Poussard, mais qu'elle porte plainte? Elle a le meilleur avocat de France, Dangléan, qui est en plus un génie, enfin qui a beaucoup d'humour. Donc c'est pour ça que je l'apprécie énormément.
Voilà, c'est tout. Enfin, quand on est en conflit avec quelqu'un, on ne prend pas à témoin tout le monde. Là, je viens de le faire, je suis désolé, mais je ne fais que répondre à quelqu'un qui m'a insulté, qui m'a traité de débile. Voilà, donc quand un débile vous traite de débile, vous pouvez faire que le traité de débile, c'est la cour de récréation. Voilà, donc maintenant, évidemment, je ne pense pas un mot de ce que j'ai dit sur cet individu, je suis d'accord avec ses idées, c'est quelqu'un que j'admire et que j'ai défendu, comme je l'ai dit, mais qu'il arrête, voilà, qu'il redevienne sérieux, et peut-être qu'il pourra... On est vraiment dans une fenêtre, ou une contre-fenêtre d'Overton, si je puis dire, où on peut contrer, on a une chance de contrer ces gens-là qui sont arrivés à un délire, qu'ils veulent ils veulent tout nous interdire, etc. On est arrivé à un moment où on est en train de gagner la partie. Donc pourquoi se ridiculiser, et pourquoi se tirer dans les pattes les uns des autres, hein? Donc voilà, alors, moi je suis à rien du tout, je suis une victime collatérale, comme tu l'as dit, mais c'est vrai que ça nuit aux ventes de mon livre. Moi je constate que chaque fois que je fais une émission, en fait, et j'en ai fait tellement peu, ça a boosté les ventes. Je peux le constater uniquement sur Amazon, c'est le seul thermomètre que j'ai. Ça remonte les ventes. Mon livre était arrivé jusqu'à la 36e place dans la catégorie politique, et là il est redescendu. Donc on va voir, grâce à ton émission, quelle place je vais regagner, parce que ça fait vendre les gens. Bah, là, c'est un livre, c'est un des sujets qui intéresse le plus les gens. Oui. Donc s'il y avait des piles de mon livre dans les librairies, les gens l'achèteraient. Là, il faut qu'ils voient une émission, il faut qu'ils fassent l'acte de le commander. Donc pour l'instant, il n'y a pas, à part la librairie Logos, je crois, à Paris, il y a pas de librairie où on peut l'acheter comme ça, en le voyant, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est un livre qui est un peu sidérant, hein, quand on l'a il y a un commentaire une fois, une personne sur une chaîne YouTube qui a dit je l'ai mis en évidence dans mon salon pour que tous mes invités puissent le voir, et c'est un peu ça, c'est les gens, voilà, il n'y a pas beaucoup de livres de ce poids, de cette épisseur, hein. C'est un objet impressionnant. Oui, oui. Et il coûte combien d'ailleurs? C'est pas précisé sur. Alors il coûte 39 €. Oui, mais il vaut. Voilà, j'avais fait une plaisanterie en disant que pour le rapport au poids, c'est beaucoup moins cher que ce livre-là de l'ignoble Poussard. au poids, écoute, moi j'aurais pu faire 3 livres de 300 pages, mais. Ah oui, il est gros, mais il peut vous suivre toute une vie finalement. Oui, c'est un peu le travail d'un compagnon du Tour de France, hein. On faut réaliser une œuvre qui dépasse un peu la mesure. J'avais aussi fait c'est Notre-Dame, notre drame. Voilà. Notre-Dame, oui, le premier drame de France. Voilà, mon précédent livre, c'était un livre de 550 pages. Donc la prochaine fois, c'était plus une histoire familiale. Voilà, une histoire familiale sur la Franche-Comté, une histoire aussi sur la ruralité, sur le monde paysan. Et je suis très touché par ce qui se passe à cause de mes racines paysannes, et j'aurais des choses à dire, mais alors maintenant je suis catalogué brigitologue, donc on ne m'invite que pour parler de brigitologie, alors que là j'aimerais beaucoup parler par exemple des animaux de cirque. C'est un sujet que personne n'aborde. Pourtant à l'horizon 2028 il y aura plus d'animaux dans les cirques, et voilà, c'est un des actes de destruction de la France les plus dégoûtants que ces gens ont fait, et je peux en parler, j'ai travaillé le sujet, mais quel est l'argument d'ailleurs pour interdire? C'est la maltraitance animale, voilà, parce que les circassiens qui travaillent pendant 30 ans avec un éléphant, par exemple, puisque la durée de vie de l'éléphant est la durée de vie d'un être humain, qui arrive à lui faire un numéro, maltraite les animaux. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les replacer? Donc on les replace dans des centres où les gens vont s'occuper, donc des gens qui ne les ont pas jamais vus. Les circassiens, c'est des gens qui travaillent en famille, la famille Bouglione, la famille Grus. Donc les enfants naissent dans les pattes des animaux. Oui. Ils les connaissent depuis la naissance, ils s'occupent d'eux, ils les bichonnent 24 heures sur 24. Si vous allez voir le spectacle du cirque Grus actuellement, dans le bois de Boulogne, vous pouvez voir les chevaux, ils sont rutilants, ils brillent au projecteur. Voilà. Et donc, on va les confier à des gens qui ne les ont jamais vus et qui, soi-disant, vont moins les maltraiter. Et tout ça, c'est de l'ingénierie sociale. Il n'y a pas de maltraitance animale dans les cirques. Au contraire, les animaux sont très bien traités. Les animaux, vous dites, sont bien traités. Effectivement, c'est complètement contradictoire avec le fait que, par exemple, les dernières années de sa vie, Brigitte Bardot avait envoyé une lettre extrêmement salée à Emmanuel Macron, dans laquelle elle se plaignait du fait qu'il avait autorisé le commerce des chevaux avec le Japon, et que des chevaux étaient envoyés dans des conditions de transport désastreuses vers le Japon pour être transformés en sushi. Donc finalement, la maltraitance animale importe peu à Monsieur Macron. Bah oui, ils s'en préoccupent autant qu'ils se préoccupent de la protection des mineurs, étant lui-même un mineur victime d'un détournement de mineurs. Et c'est le en même temps, le fameux en même temps, le foutage de gueule de la Macrono-Rothschildi, oui. Oui, et puis abattre des
troupeau entier de bovins sous prétexte qu'il y a une maladie bénigne qui touche l'un d'entre eux. Et la Fondation Brigitte Bardot, justement, avait publié peu avant la mort de Brigitte Bardot, d'une vraie Brigitte, elle avait publié un communiqué très sévère parlant du massacre des bovins, du massacre de ces animaux, et c'est une des rares associations de défense des animaux qui ait défendu ces animaux. Voilà, les vaches, ma mère, quand elle gardait les vaches, quand elle était petite au champ, elle les appelait, elles avaient chacune un nom, hein, Blanchette, etc. Il n'y a pas deux vaches qui ont le même comportement, c'est des êtres vivants, les vaches, donc on les tue comme ça, quel est le sens? Moi-même, quand j'étais petit, j'amenais les vaches de mon grand-père au champ, j'ai vu naître un veau, enfin je sais pas, c'est l'attachement du paysan à ces animaux, c'est quelque chose d'important, et on a l'impression qu'on vit dans un monde totalement inhumain. Enfin, maltraiter les animaux, c'est maltraiter les hommes, et des gens qui, en fait, effectivement, pratiquent, ferment les yeux devant une certaine maltraitance animale, font du lobbying, et encore une fois, c'est des gens payés par Georges Soros et compagnie, c'est des fausses associations, c'est des associations bidons, c'est des associations qui défendent autant les animaux que Madame Justine Atlan défend les enfants. Hein, c'est uniquement des associations de prévarication et d'ingénierie sociale. Donc c'est difficile de parler de ces sujets. Enfin, on dirait que les gens laissent faire, et finalement les gens trouvent bien. C'est ce que je vois avec mes étudiants. Les gens finissent par trouver bien parce qu'ils ont gobé ce mensonge de la maltraitance animale par les circassiens. Non, il n'y a pas un endroit où les animaux soient plus aimés que les cirques. Maintenant, malheureusement, on ne le voit plus. Et en plus, c'est des gens qui jouent un peu leur vie. De même que je joue ma réputation avec ce livre, un dompteur joue sa vie. Parce qu'un animal sauvage, même s'il est dompté, même un chien d'ailleurs, hein, un chien peut mordre son maître parce qu'il peut retrouver son instinct sauvage, parce qu'il peut avoir pété un câble, et un lion c'est pareil. Donc des gens qui vivent leur vie avec des animaux qu'ils aiment et qu'ils croient pendant 24 heures sur 24. Hein. Un circassien c'est comme un paysan, c'est 24 sur 24. Hein. C'est une vie ensemble. Voilà. Si la vache vèle à 3 heures du matin, tout le monde se réveille et on y va, et voilà, on sort le veau, et puis le veau tombe par terre, il se met sur ses pattes, et c'est la magie. Il y a de moins en moins de gens malheureusement qui ont vu cette magie, qui l'ont encore en mémoire, et on veut supprimer. Là, on va voir le salon de l'agriculture sans vache, c'est tout un symbole. Le salon de l'agriculture, en plus, c'est le moment où les citadins de Paris peuvent encore toucher un animal, voir des paysans, discuter, échanger. Et donc là, il n'y a plus de vaches, donc c'est mort. Moi, je demande chaque année à mes étudiants lesquels ont déjà vu ou touché une vache, ou enfin un bovin. Et souvent, c'est les gens d'origine étrangère, comme la famille qui retourne au bled l'été, qui me disent, moi, au bled, chez mon oncle, chez ma tante, etc., j'ai traité des vaches, etc. Et sinon, c'est ceux qui vont à la campagne, qui, parfois, ils voient un paysan qui leur fait visiter la ferme, etc. Mais on a perdu le bon sens. En parlant de valeurs humanistes, il y a un paragraphe assez émouvant consacré à ce duo un peu compliqué entre la dissidence et l'homophobie. C'est très important ce paragraphe, j'ai trouvé. Vous pourriez en dire 2 mots ? Oui, on a évoqué le cas d'un monsieur devenu homophobe, qui d'ailleurs dans sa jeunesse était moins rigoureux sur la question. Quand il avait publié le journal d'un dragueur, il avait reconnu dans une émission que parfois le Don Juan se tape des mecs quand il n'y a pas de meuf, hein, pour essayer. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une mouvance homophobe dans la résistance. Voilà, c'est les gens qui n'ont pas compris que diviser les gens, c'est le moteur. Enfin, c'est l'huile du moteur de la Macrono-Rothschildi, quoi. Hein, donc. Oui. Je peux parler de quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a un excellent conférencier écrivain qui s'appelle Stanislas Berton. Malheureusement, il s'est converti au catholicisme. Ils avaient fait une bonne émission d'ailleurs avec Jean-Dominique Michel où ils opposaient un peu leur point de vue. Jean-Dominique Michel qui est tout le contraire, c'est-à-dire qui est catholique mais qui est extrêmement tolérant.
Et on comprend que Stanislas Berton, il est dans une phase où il a un peu renié avec peut-être les abus qu'il a demi-avoués dans cette émission avec Jean-Dominique Michel, des abus de jeunesse. Et voilà, il y a un moment, c'était pénible, c'est-à-dire sur son fil Telegram, qui est très intéressant, encore une fois, il n'y a pas un jour sans une attaque sur l'homosexualité, etc., avec une lecture rigoriste de la Bible. Bon, c'est rigoriste, en gros, il dit que l'homosexualité est acceptable si elle n'est pas consommée. Oui, voilà, donc c'est la Bible au sens strict, donc c'est un fondamentalisme. J'ai fait connaissance avec pas mal de catholiques pratiquants pendant le Covid et des gens extrêmement tolérants, voilà, qui ne font pas de prosélytisme, en plus qui sont pas tous les 4 matins à dire mais tu devrais aller à l'église, tu devrais aller à la messe, etc. Non, c'est ça pour moi le catholique, c'est quelqu'un d'extrêmement tolérant. C'est pas la même lecture de la Bible. Oui. Et voilà, qu'est-ce que ça peut leur faire que des gens soient différents Oui. Mais effectivement, ça répond au prosélytisme totalement fabriqué des LGBT sponsorisés par Jean Charest et compagnie, qui font ça dans le but justement d'obtenir cette réaction. Et donc on marche dans ce sens-là sans voir qu'en fait on sert ceux qu'on voudrait combattre. Hein, ils se réjouissent quand des gens voilà, ont ce type de discours. C'est bien dommage. Vous citez de grands artistes, Lewis Carroll, Verlaine et Rimbaud. Ils ont quelque chose à faire avec notre époque. Oui, c'est quand j'ai fait une série alors là, c'est les articles que j'ai fait à partir du moment que j'ai su que j'allais publier le livre. Donc je me suis dit, il faudrait des articles pour aller un peu plus loin, pour étudier cette question du détournement de mineurs. Et de la différence d'âge et de l'âge de consentement. Et ce que ne savent pas beaucoup de gens, les gens oublient qu'il faut toujours contextualiser les faits. Et donc je me suis un peu énervé par rapport à Xavier Poussard quand il ressortait sans arrêt l'histoire de Gide, essentiellement pédophile, etc., qu'a reprise Candace Owens d'ailleurs. Avec les nourritures terrestres. On peut parler de Gide en détail, mais j'ai fait pas mal d'articles sur Gide, sur les faux monnayeurs notamment. Si on replace les choses dans leur contexte, en fait, Gide n'a jamais enfreint la loi. Je prends un autre exemple que j'ai pas pris parce que j'ai vu une émission il y a une semaine, mais je l'aurais peut-être pris cet exemple si j'avais su ça. C'est un youtubeur qui a fait une émission sur Paul Gauguin. Et il dit que Paul Gauguin est pédophile, il se mariait avec des filles de 14 ans, etc. Mais ça se passait il y a un siècle et demi. Et à cette époque-là, la majorité sexuelle était à 13 ans. Donc, il n'enfreignait aucune loi. Donc, pourquoi faire de cette cancel culture ? Actuellement, évidemment, ça serait contraire à la loi. Les lois ont évolué, les mœurs ont évolué. C'est comme pour la maltraitance animale. C'est-à-dire que dans les cirques, il y a un siècle et demi, les animaux étaient certes un peu maltraités. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à cette époque, les humains étaient un peu maltraités aussi. Un peu maltraités. Mais aussi, il y a un film que je fais voir chaque année à mes étudiants, c'est le seul d'ailleurs, c'est La monstrueuse parade de Todd Browning, qui montre un cirque où il y a des monstres, c'est-à-dire des êtres humains que maintenant on ne laisse plus vivre. Et on s'aperçoit que ces monstres en fait ont une vie remarquable, meilleure que beaucoup de gens, c'est-à-dire que dans le cirque, ils sont dans une grande famille, ils s'amusent, ils sont applaudis, donc ils ont une bonne image d'eux. Et voilà, il y en a un qui a fait de la musique, il a dirigé un orchestre, ils ont fait plein de choses. Et je recommande, hein, si des spectateurs n'ont pas encore vu La monstrueuse parade de Todd Browning, pour moi, c'est un des plus grands, sinon le plus grand film qui ait jamais été tourné. Et on pourrait plus le tourner actuellement, puisque ces gens-là, on les laisse plus vivre. C'est un peu comme l'histoire des animaux, c'est-à-dire que ce que veulent faire en fait les animalistes, comme les appelle Alexis Gru, qui malheureusement est mort, mais dans un livre que j'ai fait étudier à mes étudiants, les animalistes, voilà, en fait, ils veulent en fait arrêter tous les animaux sauvages reproducteurs, ils veulent les stériliser, et en fait, ils veulent mettre fin à ces animaux en fait. Et
C'est une forme d'eugénisme que nous avons déjà vécu. Oui, en fait, on supprime une espèce parce qu'ils sont maltraités, donc on les empêche de vivre. Et c'est vrai que dans la nature, c'est vrai que dans la nature sauvage, c'est vrai qu'un gnou ou un buffle a une espérance de vie bien supérieure à celle qu'il aurait dans un cirque. Hein. Il meurt toujours de mort naturelle. Une antilope meurt toujours de mort naturelle dans son milieu naturel. Évidemment, elle vit 15 ans. Non, enfin c'est quand même très très étonnant. Donc, il y a aussi des références culturelles dans cette Bible, dans cette encyclopédie de notre époque finalement. Oui, c'est vrai, j'ai détourné ta question, excuse-moi. Mais oui, on parle. Donc j'ai parlé de Lewis Carroll, Verlaine, Rimbaud, etc. Oui, alors Verlaine, un cas intéressant. Verlaine, c'est un sale type. C'est un type qui a battu sa femme, d'ailleurs elle s'est barrée, elle a eu raison, Mathilde, il a même battu son enfant à l'époque où il avait eu cette aventure avec le jeune Rimbaud qui devait avoir, alors là j'ai peur de dire une bêtise, 15 ans je crois, et il a battu Rimbaud aussi, enfin c'est un sale type, et pourtant c'est mon poète préféré. Et donc, Mathilde n'est jamais revenue d'ailleurs. Petite allusion à Brel. Et oui, il a fait intercéder, alors ça c'est très beau, il a fait intercéder Victor Hugo, qui a joué le rôle de conciliateur, qui est allé voir Mathilde, et il lui a écrit une très belle lettre. Victor Hugo, alors j'avais cité dans mon article sur la visite guidée au cimetière des Batignolles que j'avais mise en place, puisque la tombe de Verlaine est au cimetière des Batignolles, c'est une très belle tombe où il est enterré auprès de ses parents et de son fils. Et donc Victor Hugo lui a dit oui, j'ai vu Mathilde, bon, elle ne veut pas vous voir, enfin, mais revenez au vrai. Et c'est très beau, c'est-à-dire que voilà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les bisbilles dans la résistance entre des gens qui se bouffent parce qu'ils veulent plus de notoriété que les autres ou ils sont jaloux, on a un très grand poète, un immense poète, Victor Hugo, qui était la personne le Français le plus connu de son vivant, qui est mort avenue Victor Hugo, qui intercède pour ce poète plus modeste par rapport à lui, Verlaine, et qui ne le flatte pas. Il lui dit revenez au vrai. C'est une belle phrase. Oui. C'est votre combat aussi, même avec ce livre. Oui, j'essaye d'introduire un peu de culture là-dedans. Les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches. Hein. C'est la vie des hommes, c'est fait d'erreurs, de repentir, les gens qui veulent se faire passer pour des parangons de vertu. Souvent après on découvre qu'en fait ils ont une faille et qu'ils essayent de cacher cette faille. Donc j'ai essayé d'éliminer toutes les scories. En fait moi si je combats ces deux individus, c'est qu'ils sont déjà les bras armés d'une mafia et qu'ils font du mal, qu'ils aient des défauts moraux, on aurait pu les excuser s'il n'y avait que ça. Donc c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau est beaucoup plus indigeste que la cerise, mais la cerise est révélatrice de ce gâteau absolument empoisonné. Et d'ailleurs, tout ce qui est sorti sur ce couple n'a pas déboulonné pour l'instant ces deux personnes, mais est-ce qu'on peut dire que la justice est tenue? Vous en pensez quoi de la justice à l'heure actuelle? C'est difficile à dire, il y a du pour et du contre. On a cru remarquer qu'en première instance, on peut pas gagner, sur tous les sujets d'ailleurs. Donc il faut faire appel, donc ça fait des frais, il faut des avocats engagés. Alors là, on a des avocats qui travaillent pour beaucoup plus ou moins pro bono, enfin qui demandent sans doute des honoraires. Enfin, j'ai pas d'informations, mais qui sont vraiment des héros. Hein, faut vraiment les saluer, que ce soit Maître Brouza, Maître Marian, Maître d'Angléan, les autres, Brossolette, Jérôme Bertrand, enfin j'ai pas mémorisé tous leurs noms. Mais en appel, on obtient des victoires, et apparemment, là les juges sont moins indépendants de la Macronie. Il y a la plainte Cotten là, qui avance quand même, bon an mal an, la plainte d'Alexandra Brazinville, mais il y aurait des blocages quand même, plus ou moins, donc on attend que que la Macronie tombe, et là ça sera peut-être un règlement de compte qui fera passer ce qui est arrivé à Sarkozy pour une aventure, un roman photo de nous deux. Je pense, mais j'aimerais qu'il tombe avant et que ça aille plus vite, parce que on peut pas laisser ces gens continuer à détruire nos libertés, à détruire la France. Excusez-moi, je me répète. Oui, mais excusez-moi, pardon. Je me répète. C'est important comme credo. Et par rapport à eux, je voudrais dire que
En fait, on a marqué des points parce que, par exemple, sur ma chaîne YouTube, qui d'ailleurs en ce moment est victime d'un shadow banning, puisque j'avais une progression qui faisait que je m'attendais à annoncer dans ton émission que j'allais passer la barre du million de vues. Et ça a brusquement cessé de progresser. Je suis bloqué à 990 000 depuis plusieurs jours, mais les dernières vidéos que je poste font 200, 300 vues. Donc il y a apparemment un shadow banning. Mais dans les commentaires des émissions, enfin des reprises d'extraits vidéo qui ont fait, j'en ai eu un 85 000 vues, etc. J'avais parfois 200, 300 commentaires, et j'avais énormément de commentaires de trolls de la Macronie qui étaient des insultes contre Lalanne, Carlo Brusa, etc. Des insultes ou de la diffamation. Donc je les vire systématiquement. Alors des fois il y en a quelques-unes qui passent, mais par contre, ce qui est très amusant, c'est que si vous allez sur la chaîne, par exemple, de Hanouna, il y a deux émissions, notamment, où Tiffen est allé défendre son tonton tata chez Hanouna. Et si vous lisez les commentaires, là, apparemment, il y a une faille dans la Macronie. Alors peut-être que je vais vendre la mèche et que maintenant ils vont s'en rendre compte parce que ils écoutent bien mes émissions quand même. Eh bien, ils ont oublié d'envoyer les trolls dans les commentaires des vidéos de Hanouna. Et alors, c'est un véritable déferlement. C'est très amusant. 99% des commentaires désignent complètement cette Tiffen qui, payée par l'argent public, défend contre l'évidence son tonton tata. Et contre la logique, puisque elle ferait mieux de faire un selfie avec tonton plutôt que de prétendre qu'il existe en étant payé 62 000 € par an, ce qui quand même incite à défendre l'indéfendable. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un prix de je ne sais quoi, mais il y a quand même une présomption de conflit d'intérêt, comme tu l'as dit. Un journaliste devrait quand même s'intéresser à ça. Mais les journalistes mainstream s'intéressent à des choses déjà des fois bizarres. Mais c'est vrai que quand on voit tous ces résistants qui nous disent circuler, il n'y a rien à voir, Donc 2 millions d'euros de pièces jaunes détournées, 62 000 € de jetons de présence pour Tiffen, les émissions d'Hanouna, il n'y a vraiment rien à voir, vous êtes sûr? Ma dernière question sera toute simple. Qui est le petit gros qu'on voit sur les photos et où est la vraie Brigitte Trogneux? Avons-nous à l'heure actuelle la réponse ou plusieurs pistes? Alors, pour ça, moi, je rappelle que j'ai pas participé à l'enquête. Mon livre, c'est les archives. Je relais ce que font les autres. Donc, je renvoie à Précibus, au site de Précibus. Je renvoie à ce que peut dire Xavier Poussard. Il y a aussi le site du colonel de Guerlas, qui a essayé de trouver le fameux petit gros. Mais le petit gros, en fait, on s'en fiche. C'est un individu comme ça qui a été il est payé pour plus ou moins engagé, j'en sais rien, mais il est complètement sorti d'affaire. D'ailleurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que Jean-Michel Trogneux se soit désengagé du pourvoi en cassation, est quand même très révélateur de la réalité des choses. Là aussi, les journalistes, faites votre travail, quoi. Posez la question. Pourquoi Jean-Michel Trogneux ne va pas en cassation alors que Brigitte va en cassation? C'est une question. Répondez à la question. Quant à la vraie Brigitte, là, c'est Xavier Poussard je pense qu'il continue à enquêter. Et donc peut-être il y aura un devenir Brigitte 2, je ne sais pas, mais je laisse aux enquêteurs. D'ailleurs, c'est aussi pour me prémunir. Je n'enquête pas, je relais ce que font les autres. Donc c'est pour ça que j'essaye de. Voilà, je veux terminer ma carrière vivant et continuer à enseigner jusqu'à l'âge de la retraite, jusqu'à ce que la retraite s'en suive. Un grand merci pour tout, Lionel Labosse. Eh bien, merci Stéphanie. Et non, je ne dirai rien, je ne montrerai pas les photos de cette époque où tu étais grutière. Dans le BTP. Voilà. Ouais. Et merci beaucoup, c'est une interview très sympathique où j'ai pu développer sans être coupé, sans avoir la parole coupée comme sur certaines émissions que je ne nommerai pas. Et puis voilà, j'espère que ça va donner envie aux gens de lire mon livre, ça va monter un peu les ventes, et j'aimerais faire aussi monter les piles de livres dans les FNAC, parce que j'aimerais bien que ces individus se trouvent face à face à une pile de mon livre dans leur chère librairie du Touquet, et qu'ils s'étranglent un peu. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, pourquoi pas. Merci. Je pense que leurs avocats doivent être en train de l'éplucher. Donc merci beaucoup, chère Stéphanie, pour cette émission.